Allez, salut à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver mardi. Du coup, au programme aujourd'hui, on va faire un peu d'intraday. Je vais quand même vous faire un peu de swing au début parce que j'ai fait des choses. Il y a des choses qui se sont déclenchées sur le portefeuille, donc on va les revoir toujours pareil pour le suivi de ce dernier. Je vais aussi vous mettre en place dans la matinée normalement le QCM, pardon, le QCM, pardon, oui, enfin, c'est un QCM aussi, dans le Discord pour la thématique du sujet éducatif qu'on va aborder demain. Et parlant de QCM, puisque donc lapsus révélateur, je vais essayer de me bouger le cul de le mettre en place cette semaine. On est encore au début septembre, donc bon, on sera peut-être un peu à la bourre sur les timings habituels. Je risque de vous mettre celui-là peut-être que mi-septembre. Si jamais je vois que ça passe pas, parce que j'ai encore pas mal de trucs à faire, et voilà, si jamais ça passe pas, on le fera début octobre, mais genre 1er octobre, je vous le sors. Voilà. Donc je vais essayer d'en sortir un en septembre, un en octobre. Au pire, on fera que octobre, mais on essaiera de se tenir à le sortir au début du mois pour que ce soit plus régulier. Voilà. Mais on fera peut-être, voilà, au pire, un petit exercice quand même en septembre, ce serait pas mal. Voilà. Allez, donc avant de passer à l'intraday, on fait un tour rapide sur les cryptos pour les dingos de crypto. Les timings sont vraiment intéressants, hein. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup ce que je vois ici. Alors, est-ce que c'est encore suffisant pour dire que c'est parti? Non, mais je pense qu'encore une fois, Ethereum, on est par là, en tout cas vers la zone proche de 150, 160 pendant encore un petit moment. Il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de bougies qui bloquent. Enfin, on est bloqué pendant encore pas mal de temps. Je pense sincèrement pas que de tendances baissières vont se réémerger à partir de là. Je pense que le marché va essayer de tester un débordement du précédent sommet sur le momentum, sur le RSI du coup, hein, parce que bon, si je mets le RSI maintenant, c'est tout simplement parce qu'il y a tellement, tellement de robots qui traitent par rapport à ça, que ça en devient flippant de se dire on trade même plus les prix, on trade le momentum des prix. Donc bref, je regarde toujours parce que c'est la thématique du moment, hein, je vous l'ai dit, c'est les marchés robotisés, tout ça, et évidemment je préfère être dans la thématique du moment. Une fois qu'on aura passé cette phase-là, je remettrai mon bon vieux momentum. Éventuellement, de toute façon, ça fonctionne un peu de la même façon. Ce qui est important, c'est toujours pareil, c'est les patterns et la gestion du risque. La courbe de votre momentum, bon, voilà. C'est pas là que se cache le démon. Anyway, donc bon, pour l'instant, moi, toujours ces signaux-là. Ethereum, Bitcoin, ça traîne un peu toujours la patte. La dominance BTC est toujours en chute libre. Enfin, en chute libre, c'est toujours en baisse. Le momentum va enfin, je pense, s'orienter vers des nouveaux plus bas. Je pense qu'il était temps quand même. Et on va voir comment ça réagit sur le dernier support en date, c'est-à-dire les 70 qui sont le précédent sommet. Donc si évidemment ici ça rebondit, ce qui semble quand même relativement probable, on cherchera dans ce cas-là d'attendre de ces scénarios, d'accord? Tout le monde devrait se rééquilibrer, entre guillemets, si ça part à la hausse, Bitcoin rattrape un peu, ou des trucs comme ça. Et normalement, voilà, si ça passe carrément pas, c'est-à-dire si là on va direct vers un effondrement, c'est-à-dire entre guillemets, ou putain, on est allé un peu loin, déjà le premier support cède dans la foulée, et on casse tout de suite les canaux de tendance. Il faut savoir que là, quand vous avez ce genre de truc, c'est-à-dire le canal de tendance qui fait à peu près la taille du contexte, là généralement, enfin la taille d'une borne de contexte, hein, c'est-à-dire c'est complètement rikiki, c'est tout enfermé. Dans ce genre de truc, quand ça se retourne d'un coup, faut pas venir pleurer, hein. C'est-à-dire que là, en fait, on écrase tellement la volatilité. C'est une forme de squeeze sur les prix. Voilà. Vous savez qu'on peut squeezer le momentum quand on comprime le momentum dans des zones de prix très faibles. Là, c'est la même chose. Quand vous comprimez les prix dans des micro-canaux de tendance, quand on en sort, ça peut être un peu punchy. Moi, je vise toujours 60 en retour sur ce truc-là. Hein, typiquement, 38% de retracement de toute la phase. Ça me semble être un strict minimum. Et un retour, normalement, proche de, voire sous les contextes acheteurs pour essayer d'arrêter ces scénarios. Pour l'instant, voilà, ça continue et je vois pas de raison de changer quoi que ce soit, ni d'accélérer, ni de réduire les positions. Voilà le tempo. Je surveille toujours Gold et Silver très activement en intraday et Eurodoll GBP et mon pote USD Yen. Voilà. Lui, je pense qu'il est mature pour lui recoller une petite baisse. Je vois difficilement comment il franchira des résistances, l'USD Yen. Donc, il est ici en train de retester son précédent bottom. Je pense qu'il lui reste une phase de baisse à faire pour aller enfoncer un peu plus bas sous le sommet, sous le plus bas annuel, tout simplement déborder les contextes, hein. L'objectif, c'est ça. Ça me paraît pas normal. On ne va pas s'arrêter ici. On devrait s'arrêter là-dessous.
c'est-à-dire venir taper sous les contextes acheteurs. Et ici, c'est là où on va voir si ça sauve encore une fois à Wall Street, ou malheureusement, ici, c'est là où ça part en sucette complète. Et au lieu de mouvements daily, on déclenche des cassures hebdo, et là, c'est là où ça devient un peu plus punchy. C'est-à-dire que si là, on démonte les canaux de tendance hebdomadaire, évidemment, derrière, le support, c'est le contexte, et là, ça risque d'être un peu plus funky. Donc tout ça, encore une fois, c'est possible. Pour l'instant, ce n'est pas les thématiques que le marché veut traiter. Pour l'instant, c'est « Oh putain, tout va bien, on va avoir un deal. Pitié, pitié, que ça tienne avant que celui-là, il arrive. » Donc toujours autour du dollar, on attend. Ce soir, vous avez donc Apple, on va regarder tout à l'heure, mais j'attends pas grand-chose de ça. On va le regarder. De toute façon, je vous les ai mis hier soir, tard, avant d'aller me coucher. Sur le truc Nikkei, j'ai été exécuté à la vente cette nuit, donc tout va bien, j'ai un renfort Nikkei. Je me prépare. Alors, celui-là, pareil, je vous l'ai mis hier. Non, je ne sais pas si je vous l'ai mis, mais bon, voilà, ici, donc pareil, on prépare, tout simplement. On essaie de préparer, je pense, des accumulations en vue de breakout baissier. Donc, tout simplement, ici, ça accumule dans ce time frame-là, et je pense que normalement, ici, on devrait avoir un mouvement bear. C'est donc 1, 2, 3, quatrième contact ici, hein, donc évidemment là, bam, le mouvement bear se mettra en place. Si là on a une sortie haussière, évidemment c'est breakout haussier. Alors ça me paraît quand même peu probable, hein, mais bon, évidemment il y a toujours une invalidation à tous les scénarios. Donc là si on franchit la résistance majeure, clairement on se fait la malle et on laisse tomber, mais normalement ici un mouvement bear devrait se mettre en place. Et s'il se met en place... Incoming mail. C'est du breakout, hein. Donc là clairement derrière c'est installation de tendance obligatoire, autrement dit capitulation des acheteurs dans ce schéma-là. Donc petit renfort, hein, c'est un renfort d'accumulation et hautement spéculatif bien entendu. Sur les marchés américains, faut toujours attendre la cassure d'un plus bas daily, je pense que ça va être fait aujourd'hui. Et pour moi ma question toujours est donc est-ce que cette zone-là crée un reverse ou est-ce que cette zone-là va créer une mèche basse et derrière un enfoncement des sommets historiques? Est-ce qu'on va aller retester cette zone? Ça me paraît quasi inévitable. La grande question est donc, voilà, comme je dis, est-ce qu'on vient là et boum, tout de suite les acheteurs rachètent, autrement dit tellement de vendeurs bloqués ici qui rachètent tout de suite leur position et on ira se diriger sans grande peine derrière vers le sommet historique. Option numéro 2, merde, breakout de range, surachat avec un plus bas, avec un plus haut plus bas, merde, ça sent mauvais. Rappelez-vous, je l'ai dit, quand on surachète et que le marché n'a pas fait un nouveau plus haut, ça peut être assimilable à un signal d'accumulation. Ça, c'est le genre de truc que vous pourrez voir dans des accumulations. Le marché perd son momentum acheteur en s'épuisant. C'est-à-dire que là, on s'épuise à l'achat, on est suracheté et on n'a pas réussi à franchir la résistance. Là, si ça retombe, c'est des breakouts. Voilà. Clairement, ça, c'est ce genre de schéma-là qu'il faut que vous appreniez à identifier. Après, évidemment, vous savez que le marché baisse toujours plus vite qu'il monte, simplement ça va plus vite à la baisse. Donc évidemment qu'ici, l'accumulation, elle prend des formes un peu spéciales à Wall Street. Et encore une fois, je maintiens tout ça, là, pour moi, c'était pas nécessaire. On pouvait sans problème y aller ici, mais bon, comme il faut évidemment toujours emmerder les bears avant de baisser, c'est pour ça que je pense qu'on remonte un petit coup. Bref, cette zone est vraiment importante. Ce que j'y vois ici, c'est toujours des signaux de range, qui ont été polarisés à la baisse et ainsi de suite. Donc normalement... voilà, hein, pour moi c'est plutôt ça la thématique. La question c'est de savoir quand est-ce qu'on s'y met, qu'est-ce qui déclenchera ça, et ainsi de suite. La validation ne se fait que par là, donc soyez toujours prudents en Wall Street. Le but maintenant n'est pas d'être full levier en disant putain je vais faire le trade du siècle, mais de se dire il y a un truc intéressant à faire, il y a des gestions du risque, on essaie d'en profiter, point à la ligne. Allez, en intraday, on va traiter DAX. Je pense qu'on va essayer d'aller faire notre pote le DAX. Alors l'achat de VIX hier, très bien produit, tout en bas, impeccable. Donc pour l'instant, je pense qu'on est bien. Même chose sur le VIX, je pense que les rachats vont se mettre en place. Et comme je dis, le gros problème auquel on est confronté, c'est est-ce qu'on s'arrête 27,30 ou est-ce qu'on va à 50? C'est toujours les mêmes thématiques pour ma part. Je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'ils vont essayer de sauver ça avant les expirations? Clairement qu'ils vont essayer. Je vous rappelle, on a une expiration trimestrielle, donc des 4 sorcières la semaine prochaine, avec la Fed, le machin. Bref, on aimerait bien que tout se passe très bien, que les indices clôturent. Je vous rappelle encore une fois, un futur, il faut que vous sachiez ce que c'est. Quand je vous parle de futur et d'expiration mensuelle, trimestrielle, il faut savoir ce qu'est un futur. Voilà. Un futur, ça veut juste dire que vous tradez un contrat, mais que vous vous engagez, si vous achetez le contrat futur, vous vous engagez à acheter... le sous-jacent à son expiration.
D'accord? Donc là, en fait, quand vous avez acheté des futurs, bah, vous dites, ok, bah, quoi qu'il arrive, si je tiens le futur jusqu'au bout, ce qui était quand même l'objectif à la base, hein, faut dire que les produits futurs ont été créés à la base pour des couvertures, pas spécialement pour acheter, revendre et créer un marché ultra spéculatif. Bon, c'est le marché qu'on a aujourd'hui. euh, mais voilà, à la base, le futur, c'était pour se protéger contre des mouvements de prix, et ça pouvait permettre effectivement bah, de se mettre dans le sens contraire. C'est-à-dire que, par exemple, vous étiez producteur de blé, vous aviez peur que le blé baisse, bah, vous achetiez des futurs à la vente, enfin vous vendiez des futurs euh, sur le blé. Ça vous permettait en fait d'amortir, c'est-à-dire que bah, vous vendiez moins cher le blé, certes, mais vous preniez de l'argent sur vos contrats futurs. Mais le but était de se couvrir sur une durée, voilà, pas de dire ah, j'achète aujourd'hui parce que ça va revendre plus haut demain. Hein, eux, ils font pas de la spéculation, ils s'occupent plutôt de leur blé. Donc le principe est qu'aujourd'hui c'est devenu des actifs ultra spéculés, mais les expirations ont toujours une importance puisque c'est le moment où on appelle ce qu'on appelle un fixing, c'est-à-dire qu'on fixe les contrats et on regarde qui a acheté, qui a vendu combien de contrats et on doit donc délivrer le sous-jacent si on a évidemment vendu le contrat. Donc c'est un peu toujours le problème puisque les futurs sont traités avec des leviers. Donc il y a des gens qui vendent des contrats futurs sans avoir l'argent pour payer le contrat au fixing. Et donc le problème, c'est que et ça crée effectivement des petites tensions, surtout chez ceux qui se rapprochent de l'échéance et tout ça, tout ça. Voilà. Bon, c'est plus aussi grave que ça. On fera évidemment à la limite un jour une émission là-dessus pour expliquer comment ça fonctionne, les rollovers et tout ça, tout ça. Mais bon, là, ces 4 sorcières, elles sont importantes parce qu'évidemment, tous les gars qui ont acheté des contrats les ont en perte, hein, puisque là, donc on est en baisse sur le trimestre. Donc forcément, les mecs qui détiennent ces contrats à l'achat vont devoir malheureusement acheter des contrats moins chers que le prix du futur. Donc ils vont perdre du blé. La question est combien ils en perdent et est-ce qu'ils peuvent tenir ça sans problème dans les comptes. On verra bien évidemment si tout ça est le cas. Donc évidemment le sauvetage pour les 4 sorcières c'est un grand classique, mais est-ce que du coup on va pas reprendre la baisse immédiatement après? Moi c'est ce qui me semble assez probable. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Ah voilà, Apple, c'est ça. Dernière chose pour le swing. Donc hier, Apple casse son plus bas. Et ça, c'est ce qui m'apporte le plus. Hein, c'est de dire, voilà, hier, c'est vraiment pas bien passé pour Apple. Je vous la mets quand même comme ça. Donc sauvetage de dernière minute, bien entendu. Mais ça clôture en bas. Alors là, par contre, il faudrait qu'ils m'expliquent quand même comment ils ont fait pour me mettre une bougie daily comme ça. Mais on est en clôture à 214,18. Ok. Alors, non, on n'est pas allé aussi bas que ça. Je ne sais pas où ils ont sorti ces 211 là. On n'a pas fait 211 hier. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ah, ok, on l'a fait overnight. D'accord, voilà, c'est ça. Donc en fait, ici, d'accord, c'est juste après la clôture, ça a bien baissé sur Apple et on est toujours pour l'instant à essayer de rester à l'équilibre. Donc moi je pense que Apple, encore une fois, la keynote du jour n'est pas spécialement excitante. On n'attend rien du tout. Mais alors vraiment rien du tout. Et pour moi, la valeur est toujours sous pression. Les ventes d'iPhone vont toujours être en baisse, même si on n'a pas les chiffres. Donc toujours moins de clients, toujours plus de services avec des marges colossales. Et je vous rappelle que c'est quand même le fonds de commerce d'Apple de créer des marges de dingo. On vous vend un produit, entre guillemets, 40 à 60% plus cher que ce que ça vaut. Mais encore une fois, c'est bien quand la marque est innovante, qu'elle tire un secteur porteur et productif, et évidemment un secteur en plus de croissance. Je veux dire, c'est clair et net que ça a fait partie des mastodontes du cycle économique, Apple, et il n'y a aucun doute là-dessus. Et je ne remets pas cette hausse en question, elle était légitime, et il n'y a aucun problème là-dessus. Le problème, c'est que aujourd'hui, ça n'innove plus. Pire, évidemment, le problème quand vous faites ça, c'est-à-dire quand le business model est basé sur la hype, c'est-à-dire donc des marges colossales, eh bien vous avez des Jeff Bezos en face qui arrivent et qui vous disent vos marges seront mes profits. C'est-à-dire que quand tu marges 60% sur un profit, tu as intérêt à être super innovant et à être toujours 2 trains en avance sur les autres, parce que dès qu'ils te rattrapent, il bouffe tes marges. Et comme il bouffe tes marges, tout simplement, il bouffe tes profits. Et quand il bouffe tes profits, il bouffe ton cash. Quand il bouffe ton cash, il bouffe ta hype. Et puis après, c'est un schéma. Alors ça met très longtemps, encore une fois. C'est pas immédiat, c'est pas un switch, d'accord? C'est pas Apple va passer de acheteur à vendeur. Ça a mis très longtemps à se mettre en place. Mais comme on a fait les glands à la hausse sur la fin, on a essayé de pousser comme des cons, évidemment, la réciproque est un petit peu baissière et un petit peu catalysante. Mais encore une fois, il faut se dire, et mettez-vous à la hauteur des choses. Parce qu'il faut quand même vous rendre compte de la rationalité du problème, c'est de dire Apple, vous prenez le dernier bottom, mai 2016, ils ont quand même fait x2,5. Donc c'est se dire,
Est-ce que vraiment ça valait le coup d'anticiper autant de mirobolants profits pour le futur? Clairement non. En sachant que justement, quand la hype s'essouffle, les compétiteurs sont plus performants, arrivent à devenir... Aujourd'hui, les compétiteurs sont plus innovants. Hein. Je suis désolé, les Chinois sont clairement en avance sur les productions de téléphones par rapport à la firme américaine. Donc bah, voilà, plus d'innovation, des marges, ils essaient de réduire sur les marges, évidemment, ce qui n'est pas une bonne idée, puisque dans ce cas-là, bah, tu montres tout simplement que tu t'essouffles. Et puis bah, malheureusement, derrière, au bout d'un moment, tu perds ta clientèle. Donc bah, tu marges toujours autant, mais sur moins de personnes. Mécaniquement, je vois difficilement comment les profits à terme peuvent continuer d'augmenter de façon proportionnelle. C'est-à-dire continuer d'augmenter toujours de façon... voilà, on ne peut pas faire de la croissance à partir d'un système comme ça. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, tu n'es plus le secteur porteur, la hype s'essouffle, tes clients s'en vont et ne reviennent pas. Et évidemment, tu peux continuer de vendre à ceux qui suivent toujours la hype. Et j'ai rien encore une fois contre les gens qui adorent Apple. Mais c'est de dire, la majeure partie des gens aujourd'hui se sont fait la malle. Je vous l'ai mis hier sur Twitter, il faudrait que je retrouve le lien de l'article. Voilà, simplement en faisant voter des gens, voilà, 2 tiers des gens avouent qu'ils s'en cognent un peu aujourd'hui des keynotes. Tout simplement, voilà, il n'y a plus de jobs, ça ne vend pas aussi bien, il n'y a plus vraiment d'innovation. Je veux dire, le coup de l'iPhone 10 full screen, c'est pas full screen, il y a le gros biseau de la caméra en haut, et puis putain, les Chinois le faisaient depuis 2 ans. C'est quand même dire que Apple a mis 2 ans à faire un téléphone borderless. Et à le faire plus cher que tous les compétiteurs, hein, c'est quand même un truc de ouf. Donc ils vous sortent des trucs plus innovants, plus chers, enfin moins innovants, plus chers, et malheureusement, bah, vous voyez évidemment, la user base s'érode, et ça, bah, c'est malheureusement la fin de la hype. Et si ça se conjugue en plus avec la fin d'un cycle économique, les capitaux vont très rapidement se faire la malle sur Apple, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Pour l'instant, c'est la phase de range, mais je vois difficilement comment on franchira les sommets, et bah, donc très probablement installation d'un deuxième sommet plus bas que le précédent. Ça derrière, ça va pas trop plaire aux acheteurs, bien entendu. Donc à surveiller évidemment, Apple, j'ai pas la réponse, hein, mais ce que j'attends depuis plusieurs trimestres commence sérieusement à se mettre en place. Vous voyez des valeurs de croissance qui commencent à se faire déchirer la gueule, hein, d'accord, enfin qui commencent à plus réussir à franchir des résistances, qui, je l'anticipe, mais vont probablement se faire déchirer la tronche bientôt. Et évidemment, vous avez des valeurs refuges, des value stocks, qui eux, en revanche, se sont fait déchirer la gueule et ne parviennent plus à baisser, voire commencent à donner des signaux de raffermissement, donc des signaux de retracement. Hein. On ne va pas non plus s'euphoriser là-dessus. C'est clairement pas le genre de truc à garder en portefeuille ad vitam aeternam. Mais on vise des objectifs. Tout simplement parce que je vois cette rotation qui arrive, et cette rotation, elle est tout sauf signe d'un marché haussier, puisque évidemment, quand vous combinez tous les trucs, inversion des courbes de taux, blablabli, blablabla, il manque que 2-3 petits éléments, autrement dit, les marchés qui se reversent sur les valeurs de croissance. Derrière, mécaniquement, ça va créer des ventes, donc des destructions de valeur, et puis après, ça va très vite, le crédit, les défauts, platati patata. Voilà. Donc la phase un peu épidermique et boule de neige, c'est la prochaine. Mais encore une fois, il y a pas mal d'autres dominos à faire tomber avant. Il faut enfin trouver un aspect un peu déflationniste sur le dollar, c'est-à-dire trouver le dollar qui baisse d'abord, et puis après le dollar qui ne parvient pas à se maintenir parce qu'on a des événements de crédit qui commencent à arriver. Pour l'instant, on n'y est pas. Il faut déjà que le dollar commence à initier sa baisse, et une fois que ça se met en place, il faut évidemment les événements de crédit derrière. On n'y est pas encore, mais tout ça, ça se surveille sur les junk bonds. Évidemment, les junks, là, dès qu'ils se dirigent au sud, c'est là où ça va devenir beaucoup plus intéressant. Vous voyez que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Les junks essayent de sauver la mise, on préfère évidemment éviter de penser au pire. Hein. Mais l'objectif est bien entendu de revenir chercher des supports, et là derrière, pas beaucoup de supports sur les junks. Voilà, surveillez toujours les mêmes, Boeing aussi et Microsoft. Je pense que Microsoft risque de dérouiller aujourd'hui probablement avec Apple. Hein, voilà. Mais donc je vous ai mis Microsoft, et ça me rappelle très sincèrement, hein, je vous les mets les unes à côté de l'autre, vous allez vraiment être surpris. Vous mettez ici Apple, ok, et vous vous dites, ah bah voilà, bon, pour moi quand je mets ces deux courbes là, alors, pardon, j'aimerais bien avoir l'un et l'autre. Hop. Voilà, quand vous mettez Microsoft aujourd'hui, vous mettez Apple en replay, voilà, vous mettez là et vous dites, oh putain, est-ce que ça ressemblerait pas franchement alors on n'en est pas encore à ce stade-là, on est même un peu plus loin d'ailleurs, je dirais.
Voilà. Est-ce qu'on n'en est pas là un peu en train de dire, bon, ben, on essaie de sauver le bousin, on voit bien que ça plafonne, on voit bien qu'on est en train de former des ranges, on voit bien que ça s'essouffle. Et puis là, ben, malheureusement, quand vous avez ce genre de truc, hein, si on voit évidemment que derrière, ça c'est une grosse parabole, hein, donc c'est de dire, bah, comment ça s'effondre ce genre de truc. Bah, malheureusement, en général, ça a plutôt tendance à s'effondrer pas très cool, à savoir quand ça part, ça revient pas. Et ça va assez fort à la baisse. Donc encore une fois, hein, prenez les repères de Apple pour trader Microsoft. Comme je vous dis, les effondrements spéculatifs vont chercher les stops sous des supports. Donc là, vous dites, bah, pour moi, Microsoft, ça repart sous 93, hein, normalement. Et voilà, 93, ça veut dire les mêmes niveaux. Hein. Je pense qu'on va chercher du 92, 90, grand max. Je pense qu'on ira difficilement plus bas. Ça fait quand même très mal, hein, 137, 90. Ça fait une belle chutasse. Normalement, de toute façon, voilà, dans ces schémas-là, on baisse d'au moins 30% pour aller chercher les zones de panique vendeuse. Voilà, donc vous le savez, vous avez les objectifs sur Microsoft. Hein. Moi perso, j'en ai déjà, j'attends que ça déclenche et j'hésiterai pas à repasser en renfort. Voilà, allez, on passe à l'intraday, sinon on va partir pour une émission de 3 heures. Alors, on va enlever les doubles graphiques. On remet le DAX. Alors, on fait d'abord Deutsche 30 en daily. On regarde. Donc, pas de gap, si ce n'est évidemment là le gros gap béant qu'on a essayé de mettre en place. Donc, celui-là, c'est le premier qu'on va aller revisiter sur le DAX. Hier, clôture baissière sous le plus bas du jour précédent. C'est pas très bandant. Et le jour précédent, comme par hasard, sur un canal de tendance avec du surachat. Donc, pas très excitant le marché. Donc aujourd'hui c'est plutôt bear, hein, c'est de dire bon effectivement la BCE arrive, elle peut tout changer, donc c'est que de la gestion du risque qui se met en place ici, mais ça sent quand même plutôt mauvais. Autrement dit, on est toujours sous les résistances, sous les supports précédents, donc en train de former une résistance en overlap. On a bien deux vagues de hausse ici, c'est entre guillemets pas excitant du tout, pour ne pas dire, c'est même plutôt bear et plutôt moche. Et c'est la troisième fois dans ce machin-là qu'on va mettre des creux consécutifs, enfin des sommets descendants. Donc encore une fois, un marché qui ne parvient pas à franchir des résistances et qui franchit des supports. Vous faites comme vous voulez, d'accord. Si ça vous plaît pas, vous l'inversez et vous vous dites est-ce que vous achèteriez ce marché. Voilà, eh ben, c'est aussi simple que ça. Est-ce que ce genre de truc, ça vous ferait plaisir pour dire effectivement des achats ou un truc comme ça, vous la jouez vraiment comme vous le sentez. Mais sincèrement, voilà, moi je vois difficilement comment ces zones-là n'auraient pas été achetées dans un marché acheteur. Et évidemment, je vois difficilement comment on ne va pas enfoncer ces zones-là. Tout simplement. C'est juste que il faut que la dynamique se mette en place. Et typiquement, dans ce genre de marché ici, vous seriez en train d'essayer de choper les renforts ici en bas de range pour essayer de pécho le marché dans l'autre sens. Donc oui, évidemment, je pense qu'il faut vendre la zone euro. Oui, parce que bordel de merde, une récession arrive, que ça vous plaise ou non. Et elle est déjà pratiquement là sur pas mal d'actifs. Donc on attend toujours que Wall Street lâche la bride. Est-ce que ce sera par rapport à la Fed cette semaine ou pas? On n'en sait toujours rien. Voilà. Donc bref, on revient à notre DAX. Donc pas de gap haussier, enfin pas de gap haussier baissier à combler, un gap haussier ici à venir refermer qui mettra fin donc à ce rebond, pour moi un rebond technique. Et une fois qu'on a fait ça, évidemment derrière, on va devoir se projeter vers de nouveaux supports. Pour moi, le prochain support à casser, c'est celui-là, ce qui fait qu'à mon avis, le prochain mouvement pour moi, c'est celui-là, c'est-à-dire celui qui vient casser ça et qui va chercher les 10 000. Alors, il n'est pas en ligne droite et tout ça, mais il risque de l'être, puisque malheureusement, en venant chercher ces zones-là sur le DAX, vous devez toujours garder ces chiffres à la tête, hein, à l'esprit, d'accord. Dès qu'un marché perd plus de 20%, c'est panique à bord et on va très vite chercher la zone suivante, 30, d'accord, c'est des zones psychologiques. Sous les 20, c'est le marché entre en récession et on va tout de suite chercher 30, le crack. Donc la prochaine zone, c'est de passer sous les 10 000 en mode complètement panique. Et quand on va arriver comme des glands en mode panique sur ces supports, est-ce qu'on va les tenir? Sincèrement, je pense que non. Donc pour moi, c'est toujours la zone des 9 000 que je vise sur le DAX. Et une fois qu'on arrive là, par contre, je pense qu'il faut clairement se calmer. Voilà. Pas dit qu'il fallait acheter, mais en tout cas, il faudra plus être vendeur ici. En intraday, donc on va essayer de voir ce qu'on peut exploiter là-dedans. On va en horaire, on va essayer de borner son marché. Ok, celui-là il a été fermé. Hop, je vais répliquer le gap haussier. Donc notre gap haussier, il est là. Alors celui-là est un gap, mais bon, un gap d'accélération. Hein, donc on revient tester, on revient ouvrir sur le plus haut du jour. Là, celui-là, non. Voilà, ça c'est un gap de rupture. Et c'est celui-là qui m'intéresse. Donc, alors le plus haut du jour ici, c'était ça à ça. Ok. Donc ça nous fait en gros les 12 000, non, 11 000.
950 jusqu'à 12 000. Voilà, donc on a 50 points de gap. Paraît bizarre qu'il n'y ait que 50, mais donc de 12 000. Alors, là, on était 9 heures. Viens là, je vais y arriver. On a ouvert là-haut. Ah, ok, d'accord. Donc là, les prix ne sont pas les mêmes. Donc c'est 12 077 sur le futur. Ah, le plus haut du jour précédent. Qu'est-ce que c'est que ce BINS? Alors, attendez, je me perds. Reviens là, mon coco. C'est quel jour? Ah, c'est du 3 au 4. Alors, autant pour moi, c'est moi qui suis pas bon. Donc, du 3 au 4. Ah, il est là, le gap. Voilà. Celui-là, c'est celui qu'on a vu, c'est celui qui est comblé. Hein. Il y a bien overlap sur les deux niveaux. Hein. Ça, c'était le jour précédent, le plus bas. Donc là, il n'y a pas de gap. Enfin, il y a un gap, mais il n'est pas. C'est juste un gap d'accélération. Donc là, voilà, c'est plus bas ici, ça. Et la clôture ici, elle s'est faite. Là, c'était là le plus haut. Donc voilà, ici, il y a la partie béante du gap à venir rechercher. Voilà. Donc pour l'instant, clairement, on n'y est pas encore. On se calme, hein, c'est pas la fin du monde. C'est pas le moment d'appuyer sur tous les boutons de vente, c'est juste de dire, rappelez-vous les thématiques, pour l'instant, on doit contextualiser son marché en horaire. Qu'est-ce que c'est que ça et comment on traite ce genre de contexte. Donc là, encore une fois, si vous avez du mal, vous cherchez à dézoomer tant que vous n'avez pas l'information. Moi, ça y est, là, j'ai mon information. D'accord. On voit bien ici un mouvement, une accumulation, un breakout. D'accord. Là, on déborde bien des targets. Donc là, vous avez bien un mouvement de tendance baissière. Donc la seule chose dont on est sûr, c'est tendance baissière. Ça, donc du coup, on ne savait pas exactement si c'était pullback, excès final. Maintenant, on a la réponse. Hein. Donc là, on a eu un mouvement tendanciel ici complet. Phase de range, accumulation, breakout, pullback, fin de tendance. Okay, donc là, on est dans un mouvement de retracement. Typiquement, après une tendance baissière, on a ce qu'on appelle un range acheteur. Un range acheteur, ça tape les bornes. Alors ici, on n'est pas venu taper les bornes du contexte. Bon, évidemment, comme d'hab, hein, toujours le même délire. Il faut toujours pousser un peu plus au nord qu'au sud, mais on voit bien ici de toute façon les deux phases. Première arrivée dans le contexte, ici on aurait dû normalement toucher le contexte, mais voilà. Et deuxième arrivée dans le contexte, donc on a bien ici, hop, 1, 2, 3, 4 bornes de range. Donc on a un range mature, donc on peut ici, à ce stade-là, si on ne déborde pas la précédente accélération baissière, se mettre en place pour une reprise vendeuse qui a pour but de démonter le bas du range. Donc normalement ici on cherche des ventes, d'accord. Et évidemment on cherche le schéma classique, c'est-à-dire que évidemment normalement on va tenter les overlaps d'abord, c'est-à-dire on va tenter de sauver ce support. Normalement ça ne marchera pas et c'est derrière que là la tendance se réinstallera. Okay. D'abord, le marché ici va tenter d'essayer de déborder le sommet. C'est toujours pareil, on ne sait jamais si les boules ou les bears vont gagner. Donc, sur les zones où les boules vont essayer de défendre pour installer des mouvements haussiers, bah, évidemment que nous, en tant que bears, on va gérer le risque. Donc, pour moi, l'objectif ici, c'est de chercher des TP sous le contexte. Donc, le but étant de dire, ici, on va se réinstaller dans des formes de range, d'accord, mais normalement des ranges baissiers. C'est-à-dire qu'on va essayer de favoriser l'installation de creux et sommets descendants avant d'essayer de réinstaller des phases baissières. Autrement dit, on en serait là aujourd'hui. Le but étant de revenir chercher un support, d'accumuler et de baisser. Ok. Donc la thématique ici, pour nous, le contexte, d'accord, c'est une fin de range haussier et on est sous des zones résistantes dans lesquelles ce range se termine. Donc on passe aujourd'hui de range haussier à range baissier avant d'installer probablement une tendance baissière à nouveau. Donc ça, c'est notre contexte. Maintenant, on va en 15 minutes et on regarde si on peut exploiter ce contexte. Donc le but ici est de chercher des reverses, hein, on est bien d'accord. On a dit fin de mouvement consolidant haussier, donc ici on doit voir des structures de tendance. Et c'est exactement ce qu'on voit en 15 minutes. On retrouve bien la phase de tendance ici, les breaks débordés, la totale, là le pullback et tout ça. Donc tout ça, c'est de l'excès final. Okay, c'est dire ici on pousse comme des glands, on arrache, mais le DAX il est vendable à partir de 12 080 ici. Tout ça en fait on y est venu parce qu'il y avait le gap cash à clôturer, je vous rappelle. C'est-à-dire que pour moi techniquement parlant cette zone on n'avait pas besoin de la déborder, on aurait pu vendre à partir de 12 080.
Le hic, c'est que comme on avait des gap cash, on est venu faire joujou un petit peu plus haut. Donc on est là-haut, mais on est toujours dans la phase finale de ce mouvement haussier. Donc ici, on joue bien un range en 15 minutes et un range baissier. On va d'abord consolider ce mouvement-là, d'accord, en 15 minutes. J'espère que vous comprenez le processus. On regarde de manière globale et on essaie de construire un schéma, en tout cas probable. On ne sait pas si c'est ça, on ne sait jamais. Mais ici, on a bien des structures qui correspondent à ce qu'on essaie d'entrevoir. On a bien ici des mouvements haussiers qui sont finis, qui traduisent bien que dans notre contexte horaire, on est bien à la fin du range haussier. Et normalement, comme on n'a pas réussi à franchir les résistances précédentes, on devrait normalement reprendre des oscillations baissières. Donc là, reverse, d'accord. Donc on cherchait des excès finaux, on les a bien, hein, les targets de range, tout ça. Là, on voit bien qu'il n'y a plus de tendance. Hein. Là, vous avez déjà deux carrés opposés, ce qui veut dire que là, vous avez déjà théoriquement un range mature. Bon, moi je ne le vois pas encore, donc on va attendre. La structure de ce range est pour ma part assez pernicieuse et en plus on a donc la BCE. Donc le principe étant de dire ici dans ce genre de marché, qu'est-ce qui va se passer? Vous jouez toutes les bornes de contexte. Voilà. À chaque fois qu'on déborde une borne de contexte, essayez de jouer un truc. Je ne sais pas quelle forme prendra ce range. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que déjà on commence à déborder des structures de range. À déborder. C'est-à-dire, normalement, ça, on aurait dû le tenir, et là, ce matin, on commence à le casser. Donc, c'est pas très haussier. Il vaudra mieux, évidemment, favoriser les ventes, mais il faut être, évidemment, un peu, pas stupide. Voilà. Moi, je pense que dans ces zones-là, il faut rester tranquille, et voire même pas jouer en 15 minutes. Je pense qu'il faut carrément aller en 3 minutes. Si vous voulez faire quelque chose aujourd'hui, puisque pour ma part, les swings ont été faits. Hein, voilà. Moi, c'est plutôt de dire le DAX m'intéresse clairement, mais pour l'instant, je n'ai pas réussi à trouver ce que je cherche là-dedans. J'attends sagement en fait d'essayer de trouver une position intraday. Mais là, vous voyez qu'à chaque fois qu'on essaie de déborder les contextes, pouf, hop, vous prenez, ça passe. Hop, une target, ça essaye d'accélérer, on déborde les contextes, mettez-vous dans l'autre sens, ça passe très bien. On essaie de déborder les contextes, il y a des targets, pouf, dans l'autre sens, vous vous y mettez, c'est pareil. Ah, là, voilà. Bon, là, ici, vous seriez rentré là, vous seriez rentré à 12 225, vous seriez fait déborder de 10 points, bon, c'est pas très grave, et derrière, ça passe. Mais ouais, ici, on est dans les phases où toutes les tentatives d'installation de tendance échouent. Sauf que là, cette fois-là, quand même, c'est pas trop mal. Là, on n'a pas du tout de target, c'est-à-dire que là, on pourrait être en phase déjà d'installation d'un mouvement baissier en 3 minutes. On pourrait revenir visiter ces supports-là. Donc là, moi, ce matin, je serais plutôt vendeur DAX. Parce que je n'ai pas vraiment l'impression que cette fois le range tienne. Hein. On a bien ici plusieurs bornes, ça fait première borne, deuxième, troisième, d'accord, avec des sommets descendants. Ici on est sur la quatrième borne, on peut effectivement, on voit l'accumulation, ok, attention, ici c'est peut-être un breakout. Donc là, pour breaker, rappelez-vous ce qu'il faut des targets. Donc là, si ça rebaisse, vous allez avoir une target par là. Et donc, si la target, vous avez un biais acheteur, vous l'achetez. D'accord? Aussi simple que ça. Si vous êtes vendeur, ici, vous prenez au moins un TP, c'est obligatoire. Et une fois que votre TP est fait, si on déborde, vous savez qu'il y a une tendance baissière. Dans ce cas-là, vous visez sans grande peine les supports précédents. Okay, l'objectif, c'est de viser cette zone-là. Ici, il y a du volume, vous ne visez pas plus. S'il y a tendance, elle ira difficilement plus bas que 12 110 aujourd'hui. Ok? Donc, attendez qu'une target se forme ici. Moi, je pense que le marché est toujours orienté bear et qu'on va essayer d'aller chercher une petite target par là. Et on verra bien. Si vous êtes vendeur, vous n'oubliez surtout pas de prendre des profits ici. Si vous voulez jouer le mouvement toute la journée jusqu'à 12 120 éventuellement, pourquoi pas. Et sinon, on joue le rebond et évidemment, derrière, on cherche une nouvelle borne de range tranquille. Mais encore une fois, le range ici sera mature, donc il n'y a que les expérimentés qui peuvent chercher cette borne de range. Les débutants, vous attendez encore une fois. Okay, vous êtes obligé d'attendre. C'est-à-dire que vous prenez la vente là, si ça n'installe pas la tendance, vous attendez la formation d'un range en 15 minutes. Okay, je vous explique le tempo. Voilà. Le principe est qu'en 15 minutes, le range n'est pas encore mature. D'accord, là, on a une borne. Là, on est en train de faire la deuxième. D'accord, on est bien. Alors, il y a eu un premier contact là, mais ici, on n'est pas remonté jusqu'au contexte. Donc là, ça fait une borne, on est sur la deuxième, il vous en reste une troisième à faire ici dans les contextes vendeurs. Donc c'est en 15 minutes que vous pouvez trader ça. S'il n'y a pas la tendance qui s'installe ce matin, enfin la tendance, si ça échoue à installer une tendance, vous attendrez le pullback dans le contexte en 15 minutes pour vous mettre au boulot. D'accord? Ça se traite en range baissier, hein, donc dès qu'on est dans le contexte, vous pouvez déborder, vous pouvez chercher vos ventes. Minimum 61% de retracement, enfin vous connaissez toujours les règles. Pour l'instant, vous attendez sagement de voir comment le marché réagit ici. Est-ce qu'il va taper la zone des 120? Hop, avant dans ce cas-là de chercher plus loin. Ou est-ce qu'ici on bloque et dans ce cas-là vous venez rechercher votre troisième borne de range en 15 minutes. 1, 2, 3, vous visez la quatrième par là sur les Fibo 23. Ok? En 15 minutes, vous n'oubliez pas de noter vos Fibo. D'accord?
Je rappelle que quand on retrace un mouvement haussier, on vise d'abord les niveaux Fibo. Donc les zones ce matin, c'est 150 et on va dire vers les 12 100. Ok? Sauf si on installe un mouvement baissier. Voilà. Si on reste en range, si on reste à faire mumuse en 15 minutes, c'est ces zones-là qu'on va viser. Voili, voilou. D'ailleurs, je vous le donne en 1000, hein, mais vous l'avez bien vu, la zone ici 150, d'accord? C'est-à-dire qu'elle Fibo 15 minutes. Comme par hasard, ça va très probablement correspondre avec la fameuse target en 3 minutes dont je vous parle. Hein. C'est-à-dire que rappelez-vous comment ça se passe les breakouts, ratio 1 pour 1. Il y a de fortes chances qu'on vous foute une target vers 150. Donc, hein, le cluster ce matin, pour moi, il va se mettre en place probablement vers 12 150. C'est là que vous pourrez faire un truc éventuellement. Mais voilà. Dans ce cas-là, je vous recommande ce matin, pour ceux qui tradent en intraday, de vous faire un setup 15 minutes à gauche, 3 minutes à droite, tout simplement, et vous attendez que l'un ou l'autre vous fournisse des informations. D'accord? Le guide, c'est le 15 minutes. Celui qui vous donnera la gestion du risque, c'est probablement le 3 minutes dans la matinée. Pour l'instant, lui, il ne donne pas encore ces informations. Et du coup, restez prudent. Ok, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. J'espère vous avoir pas trop embrouillé. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas très facile à gérer et en plus, rappelez-vous quand même la BCE, tout ça, tout ça. Mais voilà, dans l'application intraday aujourd'hui, on est sur des schémas de reverse, d'accord, mais que vous pouvez traiter à plus court terme sur des phases de range et d'hésitation en 15 minutes. C'est la thématique que je vous ai déjà annoncée depuis hier. Donc le principe ici étant de faire de l'intraday avec des objectifs swing. Le but étant d'obtenir, si possible, des positions vendeuses sécurisées sur tous les indices avant les éléments de banque centrale jeudi. Et jeudi, normalement, soit la BCE déçoit et on repart, soit la BCE délivre un bazooka et tout va bien. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Vous savez ce que j'en pense. De toute façon, moi, ce que je pense, ça ne doit pas vous impacter dans votre trading. Ce qui est important, encore une fois, c'est de comprendre comment je passe de ce que je pense à ce que je fais. Et c'est ça tout le métier.